DRH sont-elles les instruments du mal-être au travail? C'est à cette question, et il y a bien d'autres, auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Didier Bill, directeur des ressources humaines, mais également auteur de l'ouvrage DRH, la machine à broyer, publié en 2018 aux éditions du Cherche Midi. Didier Bill, bonjour. Bonjour. J'ai souhaité vous rencontrer aujourd'hui pour discuter avec vous d'un festival RH que j'ai découvert récemment, qui s'est déroulé début octobre en Île-de-France. Et cette découverte en fait du festival m'a un peu choqué, surtout le contenu en fait de ce festival. Notamment au sein du festival, il y avait une sorte de tente consacrée à la santé mentale et physique, qui proposait de faire de l'équi-coaching, d'avoir des astuces lorsque l'on n'a pas le temps de dormir. Et là, je dis ça avec des guillemets parce que c'était vraiment l'intitulé, de maîtriser son stress ou encore de faire du yoga. Et donc la question que je me suis posée en lisant tout ça, c'est qu'est-ce que ces activités disent des RH et de leur compréhension de la santé mentale et physique au travail? Euh, ben, euh, je vais d'abord répondre rapidement. Ça dit tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, selon moi. D'abord, non. Tout d'abord, dans le rôle qu'ils doivent jouer, leur rôle n'est pas de trouver des solutions. Hein, et dans le cas dont nous parlons, ce sont des Russes. C'est même pas des rustines. Hein. C'est des trucs. Leur rôle n'est pas de trouver des trucs, des rustines pour gérer le stress au travail, ou bien le mal-être au travail, ou bien toutes les choses négatives qui peuvent naître d'un mauvais management, d'un travail mal adapté. Leur rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de stress au travail, ou en tout cas pas de stress ingérable, qu'il n'y ait pas de mal-être au travail, qu'il n'y ait pas de souffrance au travail. Le rôle est d'agir à la source, de faire en sorte que le travail ne soit pas générateur d'un stress destructeur. Il n'est pas de mettre en place et ce que vous avez cité, bien entendu, pas des solutions, ce sont même pas des solutions. Le rôle des ressources humaines n'est pas de mettre en place des solutions pour gérer des problèmes qui ne devraient pas exister dans l'entreprise. Donc ça dit tout de la compréhension des ressources humaines de leur propre travail. Et puis la pauvreté des solutions, le côté clownesque des solutions proposées donne également une idée du niveau, je ne sais pas si on peut dire de compréhension ou d'intérêt, mais des ressources pour ces problématiques. Le yoga, c'est le yoga est le moins ridicule, mais le yoga c'est une pratique. C'est une pratique qui doit être faite par des professionnels. C'est une pratique qui doit être assidue. Ce n'est pas proposé parce que les gens au-delà. Hein, une demi-heure de yoga confiée à quelqu'un dont on ne sait pas où il a obtenu ses certifications, une demi-heure en entreprise, qui va changer quoi que ce soit, c'est bien un réel stress dans l'entreprise. Oui, la source de stress sera toujours là. Alors, si les salariés ont du mal à dormir, il faut pas leur trouver des solutions pour dormir, il faut trouver pourquoi l'entreprise génère des difficultés à dormir et y mettre fin. Et au sein de ce festival, il y avait d'autres activités qui sont aussi clownesques que les précédentes. Je cite notamment l'activité de tarot psychologique ou encore l'expérimentation de bains froids entre deux conférences. Et les titres des conférences elles-mêmes étaient remplis d'une sorte de verbiage managérial, de mots assez vides, assez creux et assez passe-partout. Et ça m'a fait poser une question sur l'apprentissage, on va dire, des ressources humaines de leur métier, sur l'apprentissage permanent, continu, et sur leur formation. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, on va dire, des moyens, des sujets d'apprentissage dans les RH? Ah ben, comment dire? Tout d'abord, tous les chemins mènent au RH où je ne suis pas persuadé je sais qu'il y en a bien entendu, mais qu'il faille une formation particulière. Il y a
Parce que le RH, c'est un monde très vaste. C'est une des choses qui est très attractive dans ce métier, c'est que vous touchez à la comptabilité, vous touchez aux chiffres, vous trouvez aux lettres, vous touchez à la législation, à la psychologie, à la négociation, vous touchez au droit, vous touchez à la comptabilité, vous touchez à la finance. Et j'en ai certainement oublié. Mais vous n'êtes jamais un expert dans un de ces domaines. On n'a pas besoin que vous soyez un expert dans un de ces domaines. Lorsqu'on aura besoin d'un expert, on ira voir à l'extérieur. Vous devez maîtriser une partie du droit, mais assez faible, en fait. Et quand vous êtes sur des sujets très complexes, de toute façon, vous irez voir à l'extérieur. Donc, je suis pas certain qu'il y ait des formations. Je pense plutôt qu'il y a un état d'esprit. Mais bref, sur le marché, il y en a. Et pour avoir fait quelques conférences pour des étudiants dans ces formations, ce que je constate, c'est qu'il y a malheureusement, on y retrouve dans ces formations déjà les racines, les germes de ce qui va amener aux dérives comme celles que vous venez de citer. Parce que quand on parle de tarot psychologique, on peut parler de dérives, je pense même qu'on peut quasiment parler de dérives sectaires. On n'est plus dans le rationnel, on est dans des pratiques ésotériques. Prendre un bain froid entre n'importe quoi d'ailleurs, c'est plus de l'ésotérisme que du scientifique. Ça n'a rien de scientifique. Et donc dans ces écoles, d'une part, en ce qui concerne le management, on leur apprend des théories, pseudo-théories, qui sont plutôt libérales, c'est-à-dire qu'on considère que l'individu ne réagit qu'à des stimuli, et en général des stimuli financiers, une première chose. Et ensuite, on n'aborde pas avec eux des choses qui pourraient, à mon avis, sur le long terme, leur être très, très bénéfiques, c'est-à-dire des données de psychologie, des données, mais des vraies données de psychologie, pas de la psychologie de supermarché, des notions de sociologie, des notions d'histoire du travail, des notions d'histoire des syndicats, des notions de psychologie de groupe et de vie de groupe. Et tout cela est absent ou n'est que survolé. Donc, et in fine, vous retrouvez en ressources humaines des gens qui viennent d'un peu partout. Certains ont fait des formations dites ressources humaines, mais je ne les trouve pas beaucoup mieux armés que les autres. Donc le souci, dans ce que vous me dites, c'est pas tant la formation, parce que la profession en soi est généraliste, que on va dire le survol de certains sujets. Le désintérêt de certains sujets. Ah, même le désintérêt, d'accord. Notamment la sociologie. Je m'y suis mis sur le tard, mais je ne comprends pas que les ressources humaines ne s'intéressent pas plus à la sociologie. Oui. Il y avait d'autres choses. Sociologie. Allez-y. Il y avait d'autres choses dans ce magnifique festival RH, et notamment des tests, beaucoup de tests MBTI, des tests DISC qui étaient proposés. C'est des sujets que vous avez évoqués dans votre ouvrage DRH, la machine à broyer, et je serais que vous nous rappeliez un petit peu ce que valent ces tests et ce que vous en pensez. Bon, alors ce que valent ces tests, ça va une nouvelle fois, ça va aller très vite. Rien. Et pour la première fois qu'on me pose la question, c'est pas la première fois que des consultants m'en proposent. Et à chaque fois, moi, j'ai toujours la même question: est-ce que vous avez des validations scientifiques? Je n'en ai jamais eu. Même pour le MBTI, qui est l'un des plus répandus. Ces tests n'ont jamais passé le moindre test qui permettrait de les valider. Donc, ces tests n'ont rien de scientifique. Ils s'habillent, ils se vendent de tout un jargon scientifique, mais derrière, il n'y a rien, il n'y a que du vide. Je vais prendre le MBTI parce que c'est un sur lequel je me suis intéressé. Les personnes qui ont mis le MBTI en place, pour eux, c'est une mère et une fille, et sa fille, qui avait besoin d'argent et qui n'avait strictement aucune formation en psychologie. Elle n'avait d'ailleurs aucune formation du tout. Et c'est un test, par contre, qui a lui-même été sujet d'études, et ces études ont mis en évidence
son absence totale de fiabilité, c'est-à-dire que vous aviez des résultats. Normalement, vous passez un test. Pour passer le même test une semaine plus tard, il devrait donner la même chose. Là, vous aviez des résultats qui n'avaient aucune fiabilité. Ils pouvaient changer d'une semaine à l'autre. Et ce salon, en fait, justifie son existence en expliquant vouloir lutter contre le faible niveau de confiance qu'ont les salariés vis-à-vis des fonctions RH. Je serais curieux de savoir, vous, au-delà de ce festival et du contenu qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que pourraient faire les RH pour recréer cette confiance? C'est une excellente question. Elle devrait simplement faire. Alors, je pense que les RH, là nous parlons des RH, c'est vaste, mais devraient se questionner sur leur rôle dans l'entreprise. C'est la première chose qu'elles devraient faire. Je l'ai dit, je vais le répéter, si les RH ne se remettent pas en question dans ce qu'elles font aujourd'hui, dans leur pratique, dans leur utilité, les RH vont disparaître. Et je pense, sincérité, qu'il est déjà trop tard. Et ce qu'elles devraient faire, comme je l'ai dit, se questionner sur leur rôle, et notamment un des rôles qu'elles ont totalement abandonné aujourd'hui, parce que c'est pas du tout dans l'air du temps, c'est créer du lien social. C'est que l'entreprise alors elle l'est toujours, parce que les êtres humains sont des êtres sociaux. Vous ne pouvez pas empêcher les êtres humains de créer des relations entre eux. Mais ça devrait être le rôle des ressources humaines de tout faire pour que l'entreprise soit un lieu de relations sociales saines. Or, aujourd'hui, la tendance est à l'individualisation. C'est pas nouveau, hein. Cette individualisation des parcours, cette individualisation des salaires, cette individualisation des bonus, des carrières, c'est quelque chose qui a commencé à naître il y a plusieurs décennies. Et les ressources humaines sont un des éléments, un des acteurs essentiels dans cette individualisation. Alors que un de leurs rôles devrait être, pour moi, exactement l'inverse. Ils devraient créer du collectif, créer du lien social. En préparation de ce que je disais, elles doivent s'interroger d'abord sur leur rôle et sur la logique de ce qu'elles font. Je prends un exemple. Vous demandez aujourd'hui à un ressource humaine s'il pense que ça fait partie de son rôle de créer du collectif, c'est à la mode, il va vous dire oui. Vous allez lui demander est-ce qu'il y a un système de bonus chez vous? La plupart vous diront oui, parce que ce sont des bonus collectifs ou individuels. Vous vous retrouvez que ce sont des bonus individuels. Comment pouvez-vous à la fois prôner le collectif et mettre en place un système de bonus individuels, de bonus ou de primes individuelles? Vous les mettez face à leurs contradictions. Oui, tout à fait. En préparation de l'enregistrement, vous m'évoquiez le fait que les RH ou même les fonctions même managériales ne s'intéressaient pas à l'emploi. Est-ce que c'est aussi un moyen pour essayer de retrouver confiance entre les RH et les salariés, que les RH comprennent ce que font les personnes, comprennent leur emploi et s'intéressent à leur emploi? Alors, je pense que ça ne peut, en tout cas, absolument pas nuire. Encore faut-il savoir ce que l'on entend par savoir ce que les gens font. En sociologie, les sociologues font une distinction entre le travail prescrit, le travail réel, le travail subi. Le travail prescrit, c'est la job description. C'est le papier sur lequel globalement on a mis en quelques lignes ce que vous deviez faire. Le travail subi, le travail réel, c'est ce que font réellement les gens et qui, en général, contient des tas de choses qui ne sont pas sur la job description et parfois des choses tout à fait intangibles. Et puis vous avez le travail subi, c'est ce que le travail fait aux gens, comment ils le ressentent. Et souvent, ils sont les seuls à pouvoir le dire. Les ressources humaines vont vous dire, mais nous, on s'intéresse au travail des gens. Oui, ils s'intéressent au travail prescrit. Ils s'intéressent au job description, au descriptif de poste.
mais ils ne s'intéressent pas, ou beaucoup moins, au travail réel des gens, et ils s'intéressent absolument pas au travail subi, ce que les gens ressentent du travail, ce que le travail fait aux gens. Ça ne les intéresse pas. Mais le seul moyen d'être reconnu comme quelqu'un qui comprend le travail des autres, c'est d'aller jusqu'à ce point-là, d'aller jusqu'à que vous fait le travail. Je vais prendre deux exemples. Un qui m'est très personnel, un licenciement. Un licenciement, le travail prescrit, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'être, comment dire, ça tient en une page. Ce qu'il faut faire dans un processus de licenciement. Convocation, entretien, patienter quelques jours, minimum 2 jours, maximum, on ne sait pas très bien. Et ensuite, vous avez le travail réel. Alors ça, c'est un peu plus difficile, puis c'est un peu personnel. Qu'est-ce que je vais dire pendant l'entretien? Comment je vais le dire? Quels sont les messages que je vais faire passer? Comment comment je veux que la personne ressorte de l'entretien, la tête haute, même si elle risque d'être licenciée, ou bien brisée, comme je l'ai vu certaines fois. Et puis, le travail perçu, je suis le seul à le connaître, parce que personne ne sait, à part moi, ce que me fait un licenciement. Personne ne sait si ça m'empêche de dormir un jour, 2 jours, ou bien si j'exagère et c'est une boutade, si ça me procure un certain plaisir. Je vais prendre un exemple moins critique, un commercial. Je travaille aujourd'hui avec une population de commerciaux sédentaires. Leur travail, techniquement, je le connais. Je pense que sur le papier, je pourrais le faire à leur place. Je pense que le travail prescrit, je le connais. Le travail réel, je le connais, parce que j'ai passé, pour des raisons qui sont un peu trop longues d'expliquer, j'ai passé beaucoup de temps, plusieurs mois avec eux. Donc le travail réel, je le connais aussi. Et il est très différent du travail prescrit. Mais le travail subi, je le connais pour certains, parce que j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux, mais il est différent pour chacun. Certains rentrent éreintés le soir, certains parviennent en une demi-heure à recharger leur batterie et à faire fi et à passer une excellente soirée, même si la journée a été difficile. J'en reviens donc à ce que je disais. Les ressources humaines doivent s'intéresser au travail, mais bien plus que simplement le travail dans oui, celui-là, je sais ce qu'il fait, je connais sa job description. Non, ils doivent aller beaucoup plus loin. Pour conclure, je voudrais parler une question un petit peu large, c'est-à-dire que le monde du travail aujourd'hui vit un profond malaise. Et d'après vous, quel rôle jouent les différentes fonctions RH dans cette situation-là? C'est une question vaste, encore une fois, et ce que je vais donner n'est que mon avis. Je ne pense pas que les ressources humaines soient motrices, elles ne sont pas significativement à la base ou à la source effectivement du malaise au travail. Par contre, elles ont accompagné, ou elles accompagnent en permanence tous les phénomènes qui ont mis en place ce mal-être et qui l'ont accentué. Je reviens à l'exemple que je prenais tout à l'heure, l'individualisation des parcours. Ce ne sont pas les ressources humaines qui l'ont inventé. Par contre, une fois que ça a été inventé, elles l'ont accompagné et elles en font aujourd'hui leur credo. La gestion du stress. Le stress, et le fait que le travail est stressant, c'est pas la faute des ressources humaines. Le fait que le travail puisse être stressant, c'est pas la faute des ressources humaines. Par contre, c'est la responsabilité des ressources humaines de, plutôt que de dire le stress ne doit pas exister au travail, en tout cas pas un stress permanent, pas un stress destructeur, elles ont la responsabilité de plutôt que de dire ça ne doit pas arriver, elles ont la responsabilité d'avoir dit nous allons nous trouver des solutions pour aider les managers et les salariés à gérer le stress. Donc, leur rôle, ça aurait dû être elles ne sont pas à l'origine de stress, mais confrontées à cette problématique, leur rôle n'était pas et n'est pas
ne devrait pas être de dire nous allons trouver des solutions pour gérer le stress. Leur rôle devrait être de dire nous allons éliminer le stress, même si, pour un temps, cela implique des diminutions d'efficience, des diminutions d'efficacité, même si ça nécessite des investissements. C'est le rôle des ressources humaines de dire le stress n'a pas sa place dans l'entreprise. La souffrance n'a pas sa place dans l'entreprise. Le harcèlement, si nous continuons sur la voie, si nous poussons un tout petit peu l'exemple que vous avez pris de la gestion du stress, dans quelques mois, dans quelques années, nous aurons des formations, non pas pour lutter contre le harcèlement, mais pour dire comment gérer le harcèlement. Comment bien subir son harcèlement. Oui. Comment bien harceler. D'ailleurs, cela dit, je disais, c'est dans quelques années, il y a quelques années, il y a eu le procès France Télécom qui nous a démontré qu'en fait, il y avait déjà des formations sur comment bien harceler, comment briser, comment faire comprendre aux gens qu'ils doivent prendre la porte. Donc en fait, ce que je vous disais pendant quelques années, c'est déjà là. Oui. Didier Pi, merci. Mais c'est bien normal, et je vous remercie de m'avoir interviewé. C'est sur ces mots que se termine notre épisode. Merci et à très bientôt.